Ici la Mathilde du montage. Cette vidéo est lunaire, d'accord? C'est un bavardage solo, face caméra. Je commence à parler youtubeuse et de sujets hyper légers et je finis par parler de société, de politique, de... Bref, vous allez voir, cette vidéo est lunaire. Ne vous attendez à rien. C'est indescriptible. Bisous. Alors, petit test de ce que ça donne en cadrage. Si on fait comme ça donne quoi? Salut vous, je vous montre mon petit Sony Angel avant de vous poser. Normalement, on est bien cadré. Je vous fais une petite vidéo parce que je me sens débordée, donc c'est pas du tout le moment de faire une vidéo YouTube. Voilà, toujours dans ma logique, très logique. Et il y a plein de sujets qui me venaient en tête et j'avais envie d'en parler. Et sauf que j'ai pas envie d'allumer ma caméra dans l'ordre absolument chronologique des vidéos que j'ai prévues, parce que là, les 2 prochaines vidéos, elles sont déjà filmées, mais elles sont en cours de montage. Mais il faut finir le montage, mais gna gna gna. Et sauf que j'ai 10 000 priorités avant, donc je peux pas, en fait. Et j'ai pas envie de me priver de prendre la parole et de balancer une vidéo sur YouTube de façon brute, sans montage, comme ça, ou quasiment pas. Et je me faisais quoi comme réflexion déjà? Ah oui, en ce moment, je bloque sur une youtubeuse que je suivais avant. Et après, je me suis désabonnée parce que je trouvais ça trop lisse ou ça me plaisait pas. Et je me suis récemment réabonnée parce qu'il y a l'étiquette business qui a pris de l'ampleur pour elle. Et donc, ça m'intéresse à nouveau. Et ça me fait découvrir des pans de sa vie, sa personnalité, bref, la relation parasociale des réseaux sociaux, là, quand on suit des gens qu'on ne connaît pas. Et nous, on les connaît. Pardon. Je me ronge pas les ongles, j'ai juste un petit bout d'ongle qui est cassé, donc ça me fait mal. C'est Andy est là. Andy est là avec sa marque de matcha. Je suis pas du tout matcha, c'est pas ma cam, c'est pas mon délire. J'ai essayé plusieurs fois, c'est pas ma tasse de thé, c'est le cas de le dire. Mais alors son univers me plaît, oui et non, je sais pas. Je pense que de prime abord, c'est le genre de meuf, je peux me dire comme ça, je peux avoir un jugement hâtif, une première impression qui risque fort d'être erronée, de me dire ah non, ça va être trop lisse, c'est trop rose, la meuf est trop parfaite, elle a des pas en mode jalouse de elle est belle, elle a des beaux cheveux, tout lui réussit dans la vie. En fait, c'est pas ça. C'est que là, j'ai réalisé que je me suis réabonnée à elle parce que j'ai aperçu des choses de sa vie ou des confidences qu'elle a faites où je me suis dit ah ouais, en fait, il y a des choses, c'est pas tout lisse. C'est pas tout lisse. Déjà, j'ai vu que sur le plan scolaire, quand elle était jeune, bah, en fait, elle était quasiment dernière de la classe, elle y allait pas, elle séchait l'école. Alors, je n'encourage personne à faire ça. Et moi qui étais première de la classe de manière excessive, de manière butée, au point de ne pas vivre, c'est pas un modèle. Je prône pas un modèle ou un autre, peu importe. Chacun fait ce qu'il veut, chacun mène sa vie et sa barque comme il veut. Mais je me suis dit, ah bah une fille comme ça, j'aurais pas imaginé en fait ce passé scolaire-là. Et en fait, elle expliquait que là, avec son emménagement récent au Japon avec son compagnon, qui est plus âgé qu'elle, elle aussi, eh bien, en fait, elle galère pour avoir son visa. Ça fait 1 an et demi qu'elle a fait sa demande. Son compagnon, qui a fait des études, qui a fait de la finance, qui a fait plein de choses, il a eu son visa très rapidement et elle, ça bloque. Et ce qu'elle expliquait, c'est qu'au Japon, tu peux avoir la plus grosse entreprise de ce que tu veux, faire un chiffre d'affaires, contribuer à l'économie du pays, être installé en place, etc. En fait, l'argent ne fait pas avancer les choses. Et elle disait à la fois c'est contraignant, c'est chiant, mais en même temps, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Et donc, elle disait, c'est vrai que c'est appréciable quand tu commences à te faire aux us et coutumes du pays. Mais voilà, elle se retrouve bloquée et leur avocat lui a dit que a priori ce serait pour ça. En fait, comme il n'y a pas de niveau d'études pour elle, en fait ça la fout mal. Ça la fout mal et donc son dossier ne passerait pas ou en tout cas bloquerait tout ce temps pour ces raisons-là. Et je me suis dit, ah tiens, j'ai envie d'en savoir plus. Et donc j'ai écouté sa vie, j'ai écouté aussi toutes les galères qu'elle a traversées pour fonder son entreprise. Enfin, des galères, oui et non, c'est le jeu de l'entrepreneuriat.
mais je connaissais pas trop l'histoire de comment elle a lancé sa marque. Je savais qu'elle avait surfé sur la légitimité qu'elle avait de connaître le matcha grâce à sa maman, bien avant la trend de tout le monde, bien avant que tout le monde commence à parler de matcha, sauf que elle est partie d'un constat extrêmement simple et en même temps elle en a tiré profit de manière très intelligente, c'est que l'amertume, moi-même qui trouve ça dégueulasse le matcha, là j'ai l'impression de bouffer de l'herbe, mais en fait elle a dit l'amertume, enfin tous les matchas qu'il y avait dans les petits magasins bio par-ci par-là, bah il y avait une forte amertume, donc ça posait problème, mais elle disait qu'elle savait qu'il y avait des variétés différentes où tu pouvais effacer cette amertume, et aussi proposer un truc à la fois joli, côté packaging, enfin l'expérience client, quoi, qui soit sympa, et un truc gourmand. Donc elle a fait du matcha avec des saveurs, des arômes. Vanille, banane, fraise, je sais pas quoi. Et en fait, donc je l'ai écouté sur un podcast où elle expliquait que quand même la meuf a fait 5 millions de chiffre d'affaires la 3e année de sa marque. Donc moi ça je salue, je salue le truc de fou. Et elle disait quoi d'autre aussi? Ah oui, et j'ai écouté une autre vidéo d'elle où elle était enfin elle faisait un épisode de podcast mais avec son chéri. Donc ils étaient dans un canapé tous les deux et je crois que le titre c'est 10 ans d'écart. Donc ça m'a parlé, moi qui ai 15 ans d'écart avec mon chéri. En fait j'ai bien aimé parce que j'ai vu à quel point son compagnon s'est plus ou moins impliqué mais a toujours été derrière elle. Et ça c'est quelque chose que je reconnais en mon compagnon, de me soutenir quoi qu'il arrive. Mais par exemple, à un moment, il était son agent et puis après, il faisait des pauses ou en tout cas, c'était informel. Donc quand tout n'est pas carré, tout n'est pas posé noir sur blanc, en fait, lui-même se dit, est-ce que je peux remettre ma vie en priorité, ma vie professionnelle? Puis il y a eu le Covid alors qu'il voulait lancer une entreprise, donc il s'est pris vraiment la pire période dans la tronche. Et de fil en aiguille, il est devenu son agent de manière plus concrète. Et voilà, ils gèrent tous les deux maintenant la marque. Et donc Mia Matcha, je suis en train de vous faire une vidéo sur Andy Ella alors que je vais parler d'autres trucs. Mais bref, et la partie influence, youtubeuse. Et j'aimais bien aussi parce qu'il y a un autre sujet qui a été abordé. Attendez, j'ai reçu un mail. Non, ça va. Ouais, c'est bon, le colis est arrivé. Les colis influence. Il y a un autre truc qui a été abordé, c'est, en fait, elle disait comment les gens la percevaient ou comment ils essayaient de la connaître et quelles étaient leurs réactions quand elle se présentait auprès de personnes qui ne la connaissaient pas du tout, ni des réseaux sociaux, ni de sa marque. La meuf pèse 5 millions. Et 5 millions d'euros et en vue YouTube et sa longévité, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle construit, bref. Et en fait, elle parlait de ce dénigrement plus ou moins conscient de la plupart des gens quand elle dit qu'elle fait des vidéos YouTube, qu'elle est youtubeuse ou qu'elle a une marque de thé. En fait, les gens disent « Oh, mais c'est mignon, ta petite marque de thé, et alors ça va, ça marche, ça va, tu t'en sors ?» Bah ouais, en fait, elle dit c'est pas pour me la péter, mais c'est un peu pour remettre l'église au milieu du village, de dire oui, on est les premiers en France. Ah ouais, d'accord, Et en fait, si ces gens-là, tu leur parles de YouTube ou de faire des vidéos en ligne, pareil, ils ont une réaction, et ça je l'ai expérimenté à une bien modeste échelle, hein. On est d'accord, je ne suis pas Andy Ella, mais ça je l'ai ressenti, ce truc de, tu sais, tu dois te justifier. En fait, c'est considéré comme une activité annexe. Et, ah, c'est mignon ton truc. Ah, tu fais des vidéos. Ah, d'accord. Et sinon, au niveau pro, ça va? Et donc, c'est comment tu vois l'avenir? Tu sais, les gens s'inquiètent. Ou en tout cas, ils ont pas... Alors, je peux pas leur reprocher de ne pas avoir la vision que nous, on a sur l'opportunité des réseaux sociaux, ce marché de l'influence, cette créateur économie qui, je le répète à qui veut l'entendre, en est à ses balbutiements. Mais, ouais, il y a un truc dénigrant et... Ah, est-ce que... j'en ai marre de toujours sortir cette critique, mais est-ce que c'est franco-français? Est-ce que ce truc-là de regarder un peu de haut et... Ah, tu fais des vidéos sur Instagram, sur YouTube et tout. Ah, d'accord. Et il y a une réaction, il y a un truc bizarre. En fait, pourtant, tout le monde, quasiment, consomme du contenu. Donc, je ne comprends pas que la réaction soit étrange quand vous rencontrez dans la vraie vie quelqu'un qui crée le contenu que vous consommez. Enfin, plus ou moins directement. Mais je veux dire, la personne dont tu regardes les vidéos, elles sont pas tombées du ciel. Il y a bien une vraie personne dans la vraie vie, à moins que tu consommes que des vidéos IA, et dans ce cas, on se parle pas.
Mais oui, je veux dire, ça tombe pas du ciel, quoi. C'est pas une cigogne qui apporte comme ça les vidéos toutes faites. Il y a un taf derrière de montage qui est monstrueux. Il y a le fait d'avoir les idées, la créativité. Quoi qu'on en dise, hein, on peut s'affliger du fait qu'il y en a qui font des vidéos de merde. On pourrait me dire que moi, il y a des vidéos de merde que j'ai faites. Je pense que moi-même, je pense... Enfin, je pense que moi-même, je pense. Bon, celle-là, on la garde. De toute façon, j'ai dit, je fais pas de montage. Mais je pense que moi-même, je peux regretter des vidéos, je sais pas. Mais là, je suis en plein questionnement en ce moment et il y en a où je me dis, c'est pas dans cette direction que je veux aller. Il y a des vidéos où j'avais l'impression, sans m'en rendre compte, mais de brasser beaucoup de négativité. Et en fait, c'est tout sauf moi. Moi, je suis joviale. Moi, je suis... Alors certes, j'ai une grande gueule, mais c'est pas pour aller remuer la merde. Les gens ont des comportements merdiques. Eh bien, soit, je trace mon chemin, quoi. Je dois arrêter d'être autant en colère contre les gens qui manquent de respect. Il y en aura toujours. Et moi, je peux avoir du manque de respect, mais en général, c'est en réaction à. C'est pas mieux, hein, mais ouais, j'ai tendance à accorder du respect à tout le monde, SDF ou PDG, homme ou femme, jeune ou vieux. Et quand je vois un truc qui me dépasse en manque de respect, je me dis, mais comment cette personne existe? Par exemple, je vais vous dire le niveau à quel point je ne supporte pas le manque de respect et comment dans ma tête c'est excessif et peut-être lunaire, je sais pas. J'ai un discours de vieille conne, mais je l'ai déjà dit dans une vidéo qui s'apprête à sortir. La meuf qui a 10 vidéos en attente. Par exemple, quand je vois des déchets par terre, dans la rue, un déchet de boîte McDonald's, je sais pas, une bouteille, une canette. C'est tellement invraisemblable pour moi. En fait, j'essaye d'imaginer une personne qui a mis ou jeté de manière plus ou moins désinvolte un papier, un déchet par terre, un emballage. Et en fait, je suis tellement en colère que je réagis avec de l'humour, mais un humour noir, un humour sarcastique. Je me dis, c'est fou quand même le nombre de personnes qui font des crises cardiaques dans la rue. Parce que pour moi, il n'y a que cette justification qui peut expliquer le déchet dans la rue. C'est une personne, elle avait son emballage ou sa canette, elle a fait une crise cardiaque, les pompiers sont venus, ils l'ont emmenée et le déchet est resté là. Ça fait beaucoup de crises cardiaques, on est d'accord, donc c'est peu plausible, mais c'est pour dire à quel point je me dis non, mais comment ces gens-là existent? Je sais qu'on n'a pas tous la même éducation, je sais qu'on ne voit pas tous les choses de la même façon, mais comment? Pourquoi? Il y a un niveau d'irrespect que pour moi, tu mérites pas d'exister, quoi. Crève avec ta crise cardiaque et prends ton déchet dans la tombe, quoi. Bon, voilà, évidemment, je ne souhaite pas la peine de pour les gens qui jettent des déchets dans la rue. Cette vidéo veut rien dire. Bon, on en était à Andy et là, d'ailleurs, elle parlait du niveau de civisme au Japon, du fait de ne plus se soucier de l'insécurité, de ce genre de choses. Et en fait, elle disait, depuis que je vis là-bas, je réalise à quel point, quand on est en France et surtout à Paris, il y a cette pression constante qu'on finit par oublier, mais qui crée une tension permanente. Et ouais, j'avoue. Bon, ça fait 7 ans avec mon compagnon qu'on parle de s'expatrier. Si un jour je change de pays, ne vous étonnez pas, je vous l'aurais dit au début de ma chaîne, quand j'avais pas encore tout à fait 1500 abonnés. Ok? Ok. Bon, vous vous direz pas, oui, c'est pour des raisons fiscales, gna gna gna. Peut-être, mais je vous le dirai. Je vous sortirai pas de mytho. J'espère avoir ces problèmes de riche un jour, me poser ce genre de questions. En fait, allez, on va partir sur un autre sujet. Cette vidéo n'est que faite de digression, ok? Attention aux gens qui disent digression, d'accord? On dit digression. Il est chelou quand on l'a pas, quand on le connaît pas, mais une fois qu'on a le Pokémon, ça y est, on l'utilise en mode attaque, digression, on est sûr de soi. Donc, je partais sur quelle digression, là? Expatriation, fraude fiscale? Non, pas fraude fiscale, mais non. Justement, expatriation pour raison fiscale. Donc, sincérité, si un jour je prends cette décision, et peu importe les raisons, je vous les dirai. Voilà, je voulais faire une digression. Est-ce que je vais devoir mettre la pause pour réécouter ce que je disais dans la vidéo pour me rappeler d'eux? Attendez, ça va me revenir, c'est pas possible. Ah ouais, je fais un monologue depuis tout à l'heure. C'est bien quand je ferme ma gueule aussi. Donc, attendez. Andy est là. Insécurité, Paris, expatriation, avec mon compagnon. Non, je suis obligée de mettre la pause. Je vais regarder. Ça y est, je me rappelle. J'ai dû me taper
5 minutes de moi en train de parler, en train de m'énerver, à souhaiter des crises cardiaques aux gens qui jettent des déchets dans la rue. Donc désolée, vous avez dû subir ça. Là où je voulais en venir, c'est que... Non, j'ai pas oublié encore. Mais c'est pas possible. Non, Attends, arrête. Mais sérieux? Ah oui, ça y est. Alors, je filme bien. On est d'accord. C'était que je comprends les gens qui disent oui, faut pas s'expatrier pour des raisons fiscales. Parce qu'il faut soutenir l'économie française, parce qu'il faut être reconnaissant, parce que l'éducation était gratuite et tout. En fait, moi, la plus grande haine que j'ai dans ma vie et que j'essaie encore de calmer, même si ça y est, je suis plus une bombe à retardement, je suis plus un excès de colère ambulant. La plus grande haine que j'ai ressentie, c'est à l'égard de l'éducation nationale. J'ai une haine, une rancœur qui est immense. J'en ai parlé dans l'interview qui a été publiée sur le podcast de Alexia Ewan qui m'a accueillie, qui s'appelle Au-delà de l'image. Donc allez le voir, il est en cross-post avec ma chaîne YouTube, donc vous pouvez retrouver la vidéo. J'expliquais que la désillusion du mythe méritocratique, en fait la France qui te dit oui, travaille dur, sois excellent à l'école et tu vas réussir. Alors moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Et bien, quand j'ai compris à quel point c'était un mytho, et je l'ai compris de plein fouet dans l'une des orientations post-bac les plus élitistes de France, comme je l'explique dans la vidéo, quand j'ai capté à quel point c'était un mensonge, ce système d'éducation, ce système social, ce pays, j'ai eu une haine en moi. Je sais que c'est pas politiquement correct de dire j'étais en colère contre la France, quoi. On va me dire, bah retourne chez toi. Je vais dire que je suis française de naissance, bien que mes parents soient immigrés ou d'origine immigrée, et ça ne vous regarde pas, pour ceux qui auraient cette réflexion-là. Hein. Mes abonnés chéris, je sais que c'est pas votre cas. Ou sinon, vous vous êtes abonnés pour les mauvaises raisons. Oui, je suis la seule meuf qui, dans plusieurs vidéos YouTube, dit désabonnez-vous. Si vous avez vu le vlog de la deuxième partie du voyage au Maroc, je vous dis à un moment, si vous pensez pas comme ça, désabonnez-vous. La meuf contre-productive. Et il y a une vidéo où je crois qu'en miniature, j'ai mis un gros désabonnez-vous. Mais en fait, c'était pour faire un tri de tous les comptes YouTube, Instagram, de tout ce qu'on suit qui nous fait du mal par comparaison, que ce soit comparaison physique, comparaison dans les gens qui ont fait mieux que nous, qui paraissent avoir une meilleure vie que nous et qui nous font nous morfondre sur l'état de notre vie, alors que pour bien des gens parmi nous, on n'est pas à plaindre. Voilà. Donc c'était un peu pour remettre le réglisse au milieu du virage. Il y a un mec ou une meuf qui m'a mis ça en commentaire, j'ai trouvé ça hilarant. Donc je la reprends. Mais oui, donc cette haine, cette colère à l'égard de l'éducation nationale, en fait, c'est comme si le contrat social pour que je sois une citoyenne qui contribue concrètement par sa vie, par son travail, au bon fonctionnement de la nation et de son économie, quand il y a eu cette haine en moi, bah, ça a été, voilà ça, je suis désolée, hein, mais c'est comme ça que c'est venu dans ma tête. J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? J'ai tout donné à la sueur de mon front pendant des années en étant première de la classe, et c'est comme ça que vous m'avez redescendu plus bactère, quoi. Mais allez bien, vous... Voilà. Bon, je finis pas cette phrase. Mais bon, vraiment, cette colère, elle se calme. Elle se calme petit à petit. Ça fait déjà des années, hein. J'ai 30 ans et je suis sortie... Bah, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'essaye de calmer cette colère. Et pourtant, j'ai repris mes études à distance en parallèle il y a quelques années. J'ai entrepris d'autres chemins, mais pour vous dire à quel point ma colère, elle était vive et elle l'est encore un peu. Parce que quand je repense à cette classe préparatoire que j'ai faite, en fait, quand j'écoutais les cours, je me disais, mais comment vous osez faire de ces connaissances un privilège de classe et de gens privilégiés? Parce que là, quand je vois mes camarades autour de moi, ceux qui viennent d'Henri IV, ceux qui viennent de Louis le Grand, ceux qui viennent des grands lycées de France et principalement de Paris, ils ont l'air au fait de ce qui se raconte là. Il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de retard à rattraper. Ils sont dans la continuité d'eux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile pour eux. Il faut charbonner en prépa comme jamais tu charbonnes dans ta vie. C'est en général ce qui sort de l'expérience
relater des gens qui ont fait une classe préparatoire, ils disent mais c'est vrai que la stimulation intellectuelle pendant une courte période, elle est énorme. Elle est énorme et ça, jamais de ta vie, tu n'es amené à le réexpérimenter. Et à la fois, on est content d'en sortir, à la fois, ça manque. C'est vrai que ça manque. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont passés par une classe préparatoire, ensuite, s'ils se réorientent, peu importe ce qu'ils demandent, c'est accepté. C'est accepté. S'ils demandent une double licence, moi c'est ce que j'avais fait, double licence droit-géographie, ça veut dire qu'en 3 ans, tu passes 2 licences au lieu d'une. Il y avait droit économie aussi, droit et langue, droit machin. C'est pas une bilicence. Une bilicence, c'est une licence qui est faite de 2 disciplines principales. Alors qu'une double licence, c'est en 3 ans, tu passes 2 licences. Voilà. La nuance. Bon, petite parenthèse sur les classes préparatoires, sur la haine à l'égard de l'éducation nationale que j'ai même pas nourrie, mais qui est survenue et avec laquelle j'ai dû avancer malgré tout. Et c'est vrai que moi, les gens qui disent oui, mais il faut contribuer à l'effort national pour notre pays, il faut consommer du Made in France, il faut acheter Made in France, faut gna gna gna. Bah, j'ai du mal. Je trouve que c'est trop facile de cracher sur la France, c'est clair. Il y a énormément de bonnes choses et ne serait-ce que le droit de pouvoir critiquer ce pays est une liberté considérable. Et ça, je le chéris, vraiment. Moi qui suis très libertaire, je pense, je sais que c'est une denrée rare dans le monde et j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs pour mesurer l'ampleur de cette richesse. Idem pour le système médical. Donc la sécurité sociale, tout ça, je sais que ailleurs c'est pas comme ça, d'accord? Même si le système médical est en train de péricliter en France, cette vidéo est hyper gaie. Je vous parlais de petite youtubeuse au début et je finis sur, enfin petite, on s'entend, hein, de trucs légers quoi sur YouTube et je passe sur comment la France va plus ou moins bien. Bon, même si le système médical en France est en train de péricliter, il est laissé à l'abandon par les pouvoirs publics, il y a de moins en moins d'argent, il y a des notions de résultats, de quotas, de chiffres, enfin des notions économiques appliquées au système médical, c'est complètement absurde. On marche sur la tête et c'est dommage, on a énormément de ressources et d'avantages en France et je sais pas, pour des raisons économiques, bancaires, on se tire une balle dans le pied, bref, je vais pas vous faire un discours politique et en plus de pilier de comptoir, hein, on est vraiment sur un chit-chat très bas de plafond là. Donc j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs et de revenir pour mesurer l'ampleur de cette richesse qu'on a en France, de jouir de ces facilités-là. Peut-être le fait d'avoir connu l'Algérie quand j'étais jeune, puisque c'est une partie de mes origines, fait que je sais ce que c'est un pays qui fonctionne autrement. J'en dirai pas plus, mais peu importe, même un pays plus développé, même les États-Unis, la Corée, le Japon, je sais pas, prenez n'importe quel autre exemple. Mais donc, malgré tous ces avantages, la France, en fait, à partir du moment où, à mon échelle individuelle, dans ma propre expérience, il y a un truc qui s'est rompu au plus profond de ma chair, bah, j'en garde une rancœur immense et je me dis, mais flemme en fait, je suis pas là pour être un rouage qui doit se sacrifier pour son pays. Moi je suis individualiste, je l'avoue. J'essaye de pas être égoïste au quotidien. Par contre, je suis individualiste dans la façon dont je gère ma vie et mon avenir et ma carrière. Bon, on revient sur des sujets légers ou pas? Parce que là j'ai fini avec la parenthèse pseudo-politicarde là. Donc je parlais du YouTube. Ah oui, je voulais parler d'un autre truc. C'est le rapport que j'ai aux youtubeurs, youtubeuses, plutôt youtubeuses, hein, je suis majoritairement des femmes. Je réalise que parfois, je me désabonne de certains comptes et qu'au fur et à mesure des mois ou des années, j'y reviens. Un peu comme j'ai fait avec Andy et là, où je croyais que c'était très lisse et où ça l'était trop pour moi, donc je me désabonne. Hein, j'ai pas besoin de laisser de commentaires de haters, ah mais c'est trop nul ce que tu fais maintenant, non, chacun son chemin, enfin elle s'il y a un public pour ça et que ça plaît, bah, je comprends en fait, mais c'est juste moi, je consommais ce contenu, ça ne me plaît plus, en fait voilà, je peux y revenir pour une raison qui résonne avec ce que j'aime comme contenu, et ça me l'a fait aussi avec Stell, donc qui est sa concurrente directe, c'est l'autre grosse créatrice de contenu youtubeuse qui a aussi une marque de matcha, et d'ailleurs les deux se font attaquer, alors plus Stell si j'ai bien compris, mais chacune se fait attaquer, accusée d'avoir copié l'autre, et il y en a une qui serait plus légitime, et l'autre qui a copié la saveur et qui l'a sortie en même temps.
En vrai, c'est infernal. Moi, je vois 2 girl boss qui assurent et qui ramassent les merdes qui vont avec l'entrepreneuriat et avec la visibilité, surtout, en tant que femme, en tant que jeune femme. Donc, moi, ça, je tire mon chapeau et c'est tout. J'ai pas besoin de commenter négativement pour partir parce que le contenu correspond plus à ce qui me plaît. Et en fait, Stell, j'ai vu une vidéo d'elle avec Alaya, qui est une créatrice dont je m'apprête à me désabonner. Je vais vous dire pourquoi. Mais pourtant, j'adore vraiment ces vlogs hebdomadaires. Je suis la première à cliquer dessus de manière compulsive. Mais elle a fait une vidéo après le festival de Cannes, donc avec Alaya. J'ai trouvé que le ton qu'elle adoptait pour parler du festival de Cannes, pour parler des enjeux de l'influence, notamment pour sa marque, le fait de devoir être là pour réseauter, pour avoir une visibilité pour son produit, en fait, je l'ai trouvée extrêmement franche et pas banale du tout. Et cette franchise-là que moi j'adore, qui t'a choqué un peu, moi ça m'a plu. Donc j'ai dit, vas-y, je me réabonne. Ça y est, c'est pas lisse. Mais oui, mais c'est pour moi. Voilà, moi le contenu lisse, interchangeable à toutes les meufs, oui je fais du contenu esthétique et tout. J'ai là des idées, enfin des comptes en tête qui me viennent, mais je crache sur personne donc je ne citerai pas de nom. Mais je peux pas, ça tient 2 vidéos et après ça y est, j'ai déjà vu ton contenu, j'ai capté. Continue ton chemin, je te souhaite de réussir. Alors, je te souhaite pas de mal du tout, mais tu m'intéresses pas. Et donc, Alaya, son univers est assez lisse, oui et non. En tout cas, je me désabonne parce que c'est que de la surconsommation. Et je pense qu'elle s'en rend pas compte. Je pense que elle manque d'une certaine culture sociologique. En fait, il y a des jeunes femmes comme ça qui ont réussi tôt, alors qui ont essuyé des galères. Pour le coup, Alaya, je lui enlève aucun mérite dans le business qu'elle a fait, dans son entreprise, son application maintenant et avant ses programmes sportifs. Franchement, la meuf, c'est une girl boss. Par contre, en fait, il y a même des vidéos où elle dit, vas-y, on m'a dit que je faisais trop de shopping, je vais pas en faire. Ou alors, ouais, on me reproche mes vidéos où je fais tout le temps les magasins, où j'essaye tout le temps des trucs. Mais en fait, je pense qu'elle réalise pas à quel point dans sa vie, la consommation a une place importante. Et je parle même pas des trucs qu'elle se fait offrir en mode Gymshark, faire des collabs, présenter des produits de collaboration. C'est mon métier. C'est le métier dans lequel j'aide mes créateurs de contenu. Donc, c'est pas là-dessus que je crache. Mais en fait, quand elle veut faire une balade, quand elle veut sortir, quand elle veut s'amuser, elle consomme. De la bouffe, elle consomme, mais surtout les fringues. Vraiment, j'ai l'impression que dans toutes ses vidéos, elle essaye des fringues, elle est dans des boutiques, des magasins en train. Et j'avoue, moi, au bout d'un moment, ça m'épuise, quoi. Ou même connaître autant les marques de Rhode, de Nude, de produits de beauté, de Dior, de Yves Saint Laurent, de machin. Oh là là, ça m'asphyxie. C'est vraiment, ça me prend à la gorge, quoi. Et pourtant, franchement, j'adore ces vidéos. Genre, vraiment, quand je clique, je dis genre, c'est horrible, j'ai envie de me brûler, de me taper. Putain, mais dirais que je suis excessive, quoi. Je veux me brûler. Bon, pardon. Est-ce que je couperais? Je sais pas. Mais oui, en tout cas, vraiment, son univers m'apaise. Quand je clique sur une vidéo d'Alaya, je passe un bon moment. Vraiment. Mais je veux pas baigner dans cette surconsommation. Je veux pas la prôner non plus, même si je permets à des créateurs de contenu de profiter de l'influence en ayant des collaborations et en proposant le marketing d'un produit, quoi, en faisant de la communication dessus pour inciter les gens à acheter. J'essaye d'orienter les collabs sur la culture et le sport. Alors, je ne peux pas faire que ça, il faut bien remplir une assiette, il faut bien payer son loyer, mais c'est ma stratégie long terme. Comment dire, j'essaye au maximum de prospecter dans ces domaines-là, mais jamais j'interdirai à un créateur de contenu de faire une collab un peu plus consumériste, soit parce qu'il aime le produit alors que moi ça me parle pas du tout, ce qui est arrivé déjà, soit parce que il s'avère que ce produit-là n'entre pas en conflit avec ses valeurs éthiques et que il ou elle a besoin d'argent. Je comprends, je respecte, et moi-même j'ai démissionné, hein. Donc je dois rentrer des sous. Mais de digression en digression, tout ça pour vous dire que la Mathilde du montage, ce que je voulais dire avec l'exemple d'Alaya, c'est que j'ai l'impression qu'avec beaucoup de ces créatrices de contenu qui ont connu une ascension économique, alors que je leur souhaite et que je trouve extrêmement inspirante, en fait j'ai l'impression que c'est du contenu et des personnalités et des réflexions individuelles qui sont de plus en plus désincarnées ou déconnectées de la réalité
économique et sociale, ou enfin, le fait qu'elle l'aborde pas, c'est une chose, mais j'ai vraiment l'impression, quand je vois leurs préoccupations, leurs activités, ce sont des gens qui vont pas au musée, qui s'instruisent pas, enfin, je vois pas ça en tout cas dans ce contenu. Je me dis, ce sont des gens qui ne s'informent pas de ce qu'est la réalité sociale, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être entrepreneur en France, ça veut dire être focalisé sur soi-même, sur sa réussite. Vous allez me dire qu'il y a quelques minutes, je vous disais être individualiste. En revanche, je ne le suis pas sur la façon que j'ai d'analyser la société. Je ne veux pas être désinformée, je ne veux pas être déconnectée de ce qui se passe dans la société. Donc, et en fait, quand je vois ces univers-là des réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a ce truc très lisse et très surconsumériste, parce que justement, ce sont des gens qui soit n'ont pas le temps, soit ne s'intéressent pas, soit ont réussi jeunes et donc n'ont pas eu le bagage culturel, intellectuel pour s'intéresser à ce qui se passe dans la société sur le plan politique, juridique, etc. Ou alors ils font le choix délibéré de ne pas en parler. D'ailleurs, on entend beaucoup la rengaine de ce que je fais, c'est je suis apolitique. Je ne parle pas politique, et qui s'inscrivent dans le parti pris de ne pas parler politique. Je comprends, les réseaux sociaux, les critiques, la virulence des critiques contraignent presque à ça, mais c'est un choix que je refuse de faire en fait. Je suis une citoyenne comme vous, je vois pas pourquoi, parce que les réseaux sociaux sont une fenêtre de quasi-perfection sur la vie des gens, je vois pas pourquoi moi, je m'interdirais de parler des enjeux de société. Voilà. Je comprends de plus en plus ce monde de l'influence, même si je suis encore un bébé dedans. Je comprends que l'enjeu de la créateur économique, c'est vraiment avoir votre attention. Il y a du vice. Oui et non. Enfin, vous voyez, par exemple, il y a une hypocrisie qui au début me dérangeait pas et maintenant elle me dérange. Il y a des créateurs de contenu qui vous disent regardez, moi dans ma vie j'arrive à faire 10 minutes de temps d'écran maximum. Et à côté de ça, ils publient 10 vidéos par jour. J'exagère, mais 2-3 par semaine. Et nous on est là à liker, à regarder leur vie, et le marathon à New York, et le voyage aux États-Unis et machin. Donc il y a une hypocrisie, parce que si on veut passer 10 minutes maximum de notre temps sur téléphone, on arrête de te suivre déjà. On commence par là. Donc, dis-nous d'arrêter de te suivre. Vas-y, fais comme moi. Dis à tes abonnés de se désabonner. Vous ne désabonnez pas. Il y a Lena Situation aussi qui avait fait une vidéo qui avait très bien marché. Je crois que c'était un des vlogs d'août de l'année dernière ou d'avant. Ma vie sans temps d'écran, enfin sans écran, en tout cas sans téléphone, sans tablette. Et donc, elle avait juste sa caméra. On est d'accord qu'il y a une différence entre consommer sur les réseaux sociaux et se filmer. C'est vraiment pas la même chose. En tout cas, le cerveau fonctionne quand on met sa caméra là. D'ailleurs, il fonctionne trop et on fait des digressions, n'est-ce pas? Oui, je trouve qu'il y a une hypocrisie. En fait, ma façon de voir les choses, c'est une consommation active des réseaux sociaux. J'entends par là ce que je consomme, tant que j'apporte de manière équivalente, j'estime que je suis gagnante. En fait, je chéris les réseaux sociaux, j'adore ça. Je veux pas me priver de consommer du contenu. En revanche, je veux consommer du contenu qui m'intéresse, culture générale, sport, oui, du divertissement, voilà, des trucs qui me plaisent. Mon algorithme est à mon image et je l'éduque aussi, hein, on n'en est pas des esclaves. Et j'estime que c'est à 50-50, c'est équilibré si moi j'apporte du contenu de cet acabit-là. Donc si j'apporte un peu de culture G, un peu de sport, un peu de business, un peu de divertissement, des trucs plus légers, vous le voyez sur mon contenu, vous le voyez dans mon bac à sable sur Instagram, il y a de tout, il y a ma vie, il y a des trucs où je me tourne en dérision, il y a des coups de gueule, même si j'ai envie de moins en faire. C'est dur. Il y a de la culture G, est-ce que je l'ai déjà dit? Alors bref, il y a tout ce que j'ai cité, des trucs que je consomme. J'estime que tant que je crée du contenu qui apporte ce que moi j'aime consommer chez d'autres, et ben en fait, j'estime avoir une relation saine avec les réseaux sociaux. Je dis pas que j'en ai une actuellement saine, hein. Je sais pas. En tout cas, je tire beaucoup de positif à créer du contenu et pas juste à en consommer. Ça, c'est une certitude. Et moi, ça sera
toujours ma vision des choses, à moins qu'un jour je quitte les réseaux sociaux parce que pour X ou Y raison, peu importe, mais c'est ma façon de considérer une relation saine, parce que les réseaux sociaux, je trouve que c'est un outil formidable. C'est trop facile de cracher dessus, de dire « Ah mais voilà, les jeunes aujourd'hui, ils s'abrutissent sur les réseaux sociaux, nanana ». Et l'attention des jeunes, et l'orthographe des jeunes, et il y a des chaînes YouTube de culture générale, des comptes Instagram d'analyse politique, d'éloquence. Il y a des créateurs de contenu avec lesquels je travaille qui sont vice-champions du monde d'éloquence, qui sont profs de philo, qui sont... Enfin, voilà, je vois pas en quoi un simple outil devrait être calomnié en fonction de ce que certains en font négativement, alors qu'il y a énormément de positifs. Ce sera toujours mon son de cloche. Et moi, à mon échelle, je suis pas à l'abri de faire des erreurs, par exemple des coups de gueule un peu trop négatifs pendant un moment, et voilà, j'ai envie de revenir sur du positif. Et en même temps, la vie n'est pas que du positif. Je suis pas en mode plus égale plus. Bon, là, c'est Léna situation. Je veux pas dénigrer, mais de par peut-être ma considération de la philosophie politique, mon amour pour cette discipline, de par les lectures que je fais de sociologie, de philosophie, les classiques ou les contemporains, il y a une réflexion peut-être un peu plus abouti, c'est très présomptueux, mais un peu plus complexe de comment faire société. Et cette question-là, sans parler des partis politiques actuels, de l'élection en 2027, mais on peut aborder la question du vivre ensemble. Vivre ensemble, le mot est connoté, je l'aime pas. Il est usé. Il est usé par les médias, je trouve. La question de faire société, je trouve que sans la désincarner, on peut l'aborder sans rentrer dans toi tu votes pour qui, toi tu votes pour qui. Moi, je trouve que les discours à gauche sont extrêmement jugeants et méprisants pour beaucoup. Je trouve qu'à droite, c'est un vide abyssal de charisme, d'intérêt, des programmes, bref, je ne parle même pas des extrêmes, je ne parle pas du centre, bref, dans la réalité de l'échiquier politique, je trouve pas ma came, d'accord? Et là, il y a la gauche qui va me dire « Ah mais donc tu vas t'abstenir, ta gueule, stop !» Voilà. Et la droite qui va me faire de l'œil en disant « Ah, mais tu as créé une entreprise et tout, tu sais, nous, sur le plan fiscal, on a un programme. » Enfin voilà, ils vont essayer de te draguer. Et les autres, ils vont faire de la démagogie pour essayer d'appâter le chaland. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, penser la politique et l'aborder sur les réseaux sociaux, ne pas avoir un discours complètement lisse je fais ma skincare, j'ai mis mon petit foulard, j'ai acheté mon gloss Dior, j'ai eu un gifting de chez machin. Mais je pense qu'on peut aborder ces sujets-là. En tout cas, c'est comme ça que je conçois le discours politique, le discours du collectif. La res publica, la chose publique, la chose du peuple, quoi. Gérer les règles pour vivre ensemble, alors que vivre ensemble, c'est à la fois source d'énormément d'opportunités et c'est une contrainte, c'est une nuisance énorme. Les troubles anormaux du voisinage, c'est un motif de poursuite de son voisin, par exemple. Il y a des jurisprudences à foison sur ça. Vous voyez, je suis douée en digression. Hein. Je devrais faire une masterclass là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup de jurisprudence sur des conflits de voisinage. Et juridiquement, c'est un trouble anormal de voisinage. Anormal, ça veut dire que le voisinage est à la base un trouble normal. Ça veut dire que vivre en société avec des gens, c'est un trouble. Bon, je ne sais pas si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Qu'est-ce que j'avais noté de trucs que je voulais aborder? Ah oui, si. Je vais regarder si ça filme encore déjà. Et ben c'est que ça filme encore, même si le téléphone est bien chaud. Mais je vais finir sur un truc. C'est que depuis que je suis agent de créateur de contenu, je reçois pas mal de colis, de gifting, ou alors dans le cadre de collaboration, il faut bien que les créateurs essayent le produit avant d'en parler, avant de créer le contenu, il faut qu'ils puissent le filmer et tout. Et je pars du principe depuis le début que moi, je suis pas prioritaire. Donc s'il y a moyen, parce qu'il y a des produits en plus, parce que le créateur ou la créatrice de contenu me propose de goûter, d'essayer, je veux bien, mais je ne suis pas prioritaire. Et en fait, je réalise qu'au fur et à mesure des réceptions de colis, j'en ai un peu rien à faire. En fait, c'est marrant, mais je travaille maintenant dans un domaine très marketing, mais ça m'a un peu, pas
refroidi, mais ça m'a rendu insensible à la notion de consommation. Je devrais pas dire ça. Mais si, je le dis, je joue sur l'honnêteté depuis le début sur cette chaîne. C'est-à-dire, je joue dessus au sens propre. Hein. J'en fais mon beurre. Donc, c'est là-dessus que je mise. Ça fait partie de moi et je l'exploite pour réussir sur les réseaux sociaux en pensant que ça va résonner chez d'autres personnes qui, eux aussi, trouvent que dans le contenu actuel, il y a trop de trucs lisses, c'est consensuel, c'est ennuyeux à mourir. Donc voilà, j'assume le fait d'avoir dit je joue dessus. Mais donc, je réalise que j'avais des colis là qui étaient en attente, mais de trucs que les créateurs avaient déjà reçus de leur côté. Donc c'était des colis en plus. Et en fait, j'aurais pu mettre le nez dedans et goûter ces produits et tester. Mais depuis 3 mois, il y a ces colis entassés sur mon bureau ou dans ma chambre et j'y ai pas touché. En fait, là où j'aurais pu être une consommatrice éventuelle, une cible éventuelle des marques en question, en voyant les publicités passer sur Instagram et tout, bah là, en les recevant, ouais, ça me fait ni chaud ni froid. En fait, je pense plus à mon entreprise, au fait de... Est-ce que je suis aussi hypocrite que les gens qui vous disent je passe 10 minutes de ma journée sur mon téléphone, pas plus de temps d'écran, alors qu'ils créent du contenu, je sais pas. Quand même, je travaille dans l'influence maintenant, donc ouais. Bon, il y a quand même des produits que j'ai été contente de tester. Par exemple, il y avait une collab, c'était avec Roxy Nails. Je sais pas si vous vous en souvenez, si vous êtes les abonnés de Laura. C'était pour des ongles en capsule. Et ça, pour le coup, j'ai tellement adoré la collab et je m'attendais tellement pas à ce que ça tienne aussi bien qu'après, avec mon argent, j'ai payé, d'accord? J'ai fait une commande pour l'année. En fait, j'ai utilisé le code promo de Laura et j'ai commandé 6 packs que j'utilise encore, donc 6 modèles d'ongles. Et là, je ne l'ai pas fait, je laisse un peu mes ongles se reposer, je les hydrate et tout. Mais ça, c'était une collab où carrément, je consomme, je peux être cliente sans travailler en collaboration avec eux. Et d'ailleurs, j'en reparle. Mais par contre, si j'avais pas reçu gratuitement via la collab de Laura ce produit, j'aurais pas été cliente parce que j'aurais pas pu tester. En fait, j'aurais pas eu confiance en la solidité du truc. Il y a eu quoi aussi? Là, je viens de recevoir un colis Wild. J'étais pas censée le recevoir en plus pour moi. Bah, j'ai vu passer les déos bio, sans... Enfin, en fait, tu payes l'emballage, comment dire, qui est pas jetable, donc, qui est sur du long terme et tu peux recharger dedans les sticks de déodorant et en plus ça sent hyper bon. Enfin bref, j'aurais pu me laisser porter par la publicité qui faisait de moi une cible. Ça pouvait me donner envie, mais j'ai pas cédé, j'ai pas acheté. Bah là, j'ai reçu le produit. Alors ça m'a énervée parce que j'ai pas réussi à le mettre en place. J'ai dû aller voir des vidéos sur YouTube pour mettre la recharge dans le truc. Ça m'a saoulée. Moi, les trucs comme ça, j'ai patience zéro. Et mon copain m'a aidée. Et une fois que c'était en place, j'ai senti le produit, j'ai trouvé que ça sentait hyper bon. Je devrais pas dire ça parce que c'est pas une collab. Ensuite, j'ai essayé et ouais, franchement, ouais, ça sent hyper bon et là, ça a l'air efficace. En fait, ça faisait quelques temps que mes déos ne fonctionnaient plus. Je sais pas, ma transpiration, mes hormones, j'avais des déos qui fonctionnaient, qui bloquaient la transpiration au fur et à mesure de la journée. Et il y a eu un déclic où je sais pas, mon corps a changé et ça marchait plus du tout. Donc j'ai essayé d'autres trucs sans rien trouver. J'ai essayé Aromazone, j'ai essayé machin, les pierres, les sprays. Bah, je revenais toujours aux sprays hyper chimiques avec plein d'alcool et d'aluminium dedans, donc c'est pas terrible. Et là j'ai essayé, au premier jour, je suis agréablement surprise. Voilà, je devrais pas le dire parce que je suis pas payée pour ça. Écoutez, est-ce qu'on finit les digressions là-dessus là? Est-ce que... Ouais, je pense. Ouais, et je vais publier cette vidéo dans la foulée et comme ça je repars motivée sur du montage sans culpabiliser, de me dire oh là là, j'ai pas eu le temps de monter, j'ai rien publié depuis une semaine, nanani, nanana. Voilà, la vie de créatrice de contenu, d'agent d'influenceur que j'ai décidé de mener. Je me plains mais j'aime bien, j'aime bien. Allez, bisous. Parce que des digressions, sinon j'en ai plein en stock encore, faut s'arrêter.